Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Ce soir, nous parlerons donc du Gabon, plus de 13 mois donc après la réélection de Ali Bongo. Ceux qui se considèrent de la résistance dans la diaspora multiplient les sittings et les marches. Ce soir, nous avons donc l'un des responsables proches du PDG, Monsieur Cyril Ona. Bonsoir. Bonsoir à vous. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Bien, dites-nous, comment expliquer que plus de 13 mois après la réélection d'Ali Bongo, les Gabonais de la diaspora continuent toujours de protester? Écoutez, je ne saurais pas m'exprimer à la place des Gabonais de la diaspora. J'espère que vous entendez cette émission. Ils pourront mieux vous expliquer le pourquoi. Donc, le temps pour nous donc, de revenir dans la capitale des Gaules pour parler de cette information qui donc défraie la chronique au niveau des réseaux sociaux. Donc, Conseil des ministres du Sénégal s'est tenu dans le week-end dernier ici en France. Les réseaux sociaux se sont emparés du sujet. Cela donc semble indigner les observateurs avertis de la politique africaine, notamment du Sénégal. Avec nous ce soir, il est journaliste, il est analyste des questions africaines. Bakary Goudiaby, bonsoir. Comment expliquer qu'un conseil des ministres du Sénégal se tienne en France? Alors, Noël, merci de me permettre d'apporter des éclaircissements par rapport à ce sujet. Je dirais que par rapport à votre question, c'est vrai que les réseaux sociaux sont emparés du fait qu'il y ait une rencontre, un rendez-vous, en tout cas une forte concentration des ministres du Sénégal ici à Paris, dans la région, dans la capitale française. Mais en fait, comme on l'a dit dans l'article qui est publié sur le site diaspora221info.com, c'est une défaillance de l'équipe de communication qui est autour du président de la République du Sénégal. En fait, au lieu d'un conseil des ministres, c'est un conseil interministériel. Donc, dans le cadre d'une rencontre qui a eu lieu entre des ministres du Sénégal et des ministres français. C'est vrai que la nature ayant horreur du vide, quand les réseaux sociaux ont vu, on appris le fait que la présence d'un fort nombre de ministres ici à Paris, on pensait que c'était un conseil des ministres, c'était un conseil interministériel. Pardon. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que pour le moment, par les temps qui courent, c'est un peu suspect. C'est toujours suspect quand on a un État du Sénégal qui vient tenir une réunion à hauteur gouvernementale en France, donc d'autant plus une ancienne colonie francophone, c'est vrai que c'est toujours suspect. Et les gens se posent la question de la pertinence d'une seule organisation. Mais il faut dire que les sujets qui ont été traités, c'est une continuité, puisque cette rencontre-là a eu lieu à l'époque où M. Bernard Cazeneuve était déjà ministre de l'Intérieur. Et les questions qui étaient traitées à l'époque, c'était la question liée à l'immigration en provenance du Sénégal, donc la délivrance des visas pour les demandes des étudiants, des opérateurs économiques, etc., etc. Donc aujourd'hui, ce qui s'est passé le 19 dernier, c'était une suite de ces rencontres qui ont eu lieu donc il y a quelque temps. Mais encore une fois de plus, le président Macky Sall est entouré de spécialistes reconnus au niveau de la communication, et notamment du monde du journalisme, mais il pêche en communication et en construction d'informations autour de ce qui se fait. Mais Bakary, pardonnez-moi de vous couper, mais voyez-vous, cette réunion s'est tenue et certains ont vu tout de suite une allégeance à l'État français. Oui, on peut pas.
une allégeance, c'est un peu trop fort, Noël. C'est-à-dire que comme il y a des rencontres franco-allemandes, des rencontres franco-britanniques, il y a des rencontres franco-sénégalaises, franco-ivoiriennes, franco-camerounaises. Mais encore de plus, Macky Sall, c'est vrai qu'il est suspecté d'être celui qui, l'un des vraiment derniers élèves de la France au niveau des chefs d'État africains avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Et donc, du coup, le fait qu'il y ait cette réunion-là, qui, encore une fois de plus, est une réunion interministérielle, ce n'est pas un conseil des ministres, hein. Il faut le préciser, ce n'est pas un conseil des ministres. Donc, c'est pour ça qu'on a fait appel à vous, sachant qu'effectivement vous êtes un observateur averti et même analyse des questions africaines. Il y avait ce réel besoin d'avoir un éclairage d'un confrère. Merci. Mais toujours est-il que, du coup, ça c'est l'arbre qui cache la forêt. Cette rencontre a donné lieu à des signatures d'accords qui sont assez avantageux parfois pour les Sénégalais qui vivent dans le territoire européen, parce que ce n'est pas qu'une rencontre franco-sénégalaise, parce qu'il y a aussi les autres partenaires européens qui étaient représentés autour de la table. Et donc, il était question, par exemple, il y a un des éléments qui nous intéresse par rapport à cette réunion, c'est le fait d'avoir signé un accord qui porte sur 14 millions d'euros qui seront destinés à accompagner des projets de Sénégalais vivant dans l'espace de l'Union européenne qui auraient des projets de développement pour le Sénégal. Donc, c'est encore une fois plus un exemple pour montrer que il y a eu un très fort déficit de communication autour de l'équipe du président Macky Sall. Et donc, du coup, la nature ayant horreur du vide. Et aujourd'hui, nous sommes à une période où l'information circule à la vitesse de la lumière et des réseaux sociaux. Quand on a vu à la sortie du perron des déclarations du Premier ministre Boun Abdallah Dionne et donc du Premier ministre français, effectivement, on a vu aussi que la réunion a été présidée par le Premier ministre français. C'est vrai que l'image est un peu dure à assimiler pour les militants, les jeunes militants aujourd'hui d'Afrique. Merci beaucoup pour ces éclairages, chers confrères. C'est moi qui vous remercie, Noël. Et donc, rassurez-vous, donc ça fait plaisir qu'on revienne vers vous pour avoir des éclairages sur d'autres questions de politique africaine et autres. Et donc, juste si vous permettez, Noël, vous avez posé avant moi la question sur le Gabon. Oui. Cela montre d'une manière beaucoup plus élargie qu'aujourd'hui, les jeunes, la jeunesse africaine est une jeunesse qui a envie vraiment de participer à tout ce qui se passe autour de la politique économique, internationale et sociale de leur pays, même si cela passe dans la diaspora. Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Bien, retour dans ce studio 11.5 de Radio Pluriel, nous mettons depuis la ville de Saint-Priest. Je vous l'annoncer donc un titre en fait. Depuis la réélection de Ali Bongo à la tête du Gabon, les Gabonais de la diaspora qui se réclament de la résistance multiplient les marches, les sit-ins et ont point de s'interroger si c'est la diaspora qui orchestre, on va le dire comme cela en fait, l'opposition. On s'interroge et ce soir, elle est forte l'équipe qui est venue nous trouver pour nous expliquer pourquoi cette résistance. Donc, on va présenter donc l'équipe qui est présente dans ce studio. Natacha Mengue, qui s'occupe plutôt de tout ce qui est audiovisuel. Avant Natacha, donc, il est assis à ma gauche. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la Résistance? Membre de la Résistance. Comment vous appelez? Monsieur Aubin. Monsieur Aubin? Oui. Vous êtes Gabonais? Oui. Pourquoi êtes-vous résistant? Tout simplement parce qu'on ne peut pas indéfiniment jouer à qui perd gagne. À qui perd gagne, très bien. Face à moi, c'est notre membre de la Résistance. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Jérôme Moïse Obama. Bien. Vous êtes Gabonais, vous aussi? Non. Vous êtes d'où? Je suis français. Vous êtes français? Ouais. Des Français qui sont la résistance contre le Gabon? Contre comment on appelle ça? Contre la France-Afrique, contre les dictateurs et pour le panafricanisme. Waouh, ça va chauffer. Tout cela contre monsieur Ali Bongo? C'est ça. Et donc, à votre droite, c'est un autre Gabonais de la Résistance. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes monsieur? Je suis monsieur Jean-Firmin Alela Rogombe. Vous êtes Gabonais, vous aussi? Oui. Résistant? Oui. Et pourquoi êtes-vous résistant encore? Parce que je suis un électeur oui. qui conteste le résultat des urnes. Encore? Oui. Plus de 13 mois après, vous contestez sur la contestation? Eh oui. Bien que le scrutin a été bien
validée par les instances en place au Gabon. Vous êtes toujours, vous, dans la contestation. Tout à fait. Fort inquiétant. À votre gauche, notre... Bonsoir, Bonsoir. Pascal. Pascal, vous êtes... Je suis français, gabonais de cœur. J'ai vécu au Gabon dans mon enfance. J'ai beaucoup d'amis gabonais. Et voilà, je partage leur combat J'ai là- et pour pourquoi faire pas- chasser la dictature Bongo Carrément, c'est une de plus de dictature. 40 ans au pouvoir. C'est fort curieux parce qu'un Français qui parle dictature, alors que on a bien vu que M. Bongo, Ali Bongo, a bien été élu selon les règles et que ce projet a été proclamé par l'instance qui était chargée de le faire, et vous parlez de dictature. Apparemment, donc, notre invité nous a rejoint, Cyril Nazatula, bonsoir. Oui, je suis là. Bonsoir. Alors, dans ce studio, nous sommes avec des Gabonais et des Français qui se veulent de la résistance. Mais moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi on parle de résistance alors qu'aujourd'hui, la vie a repris au Gabon. Vous qui êtes proche du parti au pouvoir, est-ce que vous comprenez cette attitude? Non, mais tout simplement parce qu'il y a un Gabon que les gens construisent depuis la France, et puis il y a un Gabon que les Gabonais, eux, qui sont au pays, qui travaillent durement pour que les choses s'améliorent. Voilà ce que je peux vous résumer par rapport à votre question. Est-ce Donc que- aujourd'hui, la vie continue, la vie se poursuit avec les institutions. On a fait un dialogue pour améliorer les choses. Parce que ce qui pose problème, voyez-vous, c'est la transparence électorale depuis des années. J'ai entendu mon compatriote réclamer tout à l'heure le résultat des urnes. Bon, mais ça s'est passé. Ça a été validé. C'était dans des conditions, comme l'ont dit plusieurs rapports, douteuses, non transparentes. Mais le fait est là. Nous avons un président élu démocratiquement dans les conditions de l'organisation gabonaise. Maintenant, est-ce qu'il faut rester dans cet état des choses? Je dis non. Et les responsables, nos autorités aussi, ont dit non. Donc, on a organisé un dialogue auquel on a invité tous les Gabonais à venir s'exprimer librement, faire des propositions pour améliorer les choses. Et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, le vrai débat, c'est la nouvelle constitution qui est aujourd'hui sur la table de discussion. La proposition de nouvelle constitution, c'est, à mon avis, là où se trouve le vrai débat aujourd'hui. Mais dites-nous un peu, vous qui êtes donc, justement, vous parlez de Gabonais de la diaspora, vous êtes de la diaspora aujourd'hui. Quand vous observez vos compatriotes qui sont ici dans la diaspora, est-ce que vous êtes unis? Est-ce que le Gabon s'est réconcilié après la déchirure qu'il y a eu lors de l'élection présidentielle? Mais tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il n'y a aucun problème à ce niveau. Nous sommes dans un débat politique, démocratique. Il y a la liberté d'expression. Ceux qui marchent, ils marchent parce qu'ils revendiquent quelque chose qui est tout à fait légitime selon leur point de vue. C'est ça aussi la démocratie. Donc, moi, je fais partie de ceux qui aujourd'hui pensent qu'il faut que la vie continue. Il faut construire notre pays. Nous ne devons pas nous arrêter à une élection parce qu'il y en aura d'autres. Et les autres élections qui vont arriver, est-ce qu'il faut les passer dans les mêmes conditions? Je dis non. Il faut améliorer notre système électoral parce que c'est là où se trouve le problème aujourd'hui. Mais au-delà même du système électoral, il y a eu une élection. Mais la chose la plus difficile à comprendre pour nous autres, c'est comment est-ce que plus de 12 mois après, même dans la diaspora, les revendications se poursuivent. C'est là la difficulté. Comment vous entendez cela? Non, vous avez un mauvais perdant qui aujourd'hui a fait miroiter à cette diaspora dont vous parlez. Parce qu'il y a diaspora, il y a des soutiens, il y a des républicains dans la diaspora. Moi, j'en fais partie. Je suis de ceux qui pensent que les institutions de la République sont la base ou même le garant même de notre vivre ensemble. Elles ne sont pas parfaites, elles sont à parfaire. Et c'est à nous, notre génération, de les améliorer. Vous savez, la démocratie, comme la construction d'un pays, c'est un long processus d'amélioration continue. Après tout, ce n'est qu'une œuvre humaine. Donc, c'est amené à être amélioré. Et c'est à ce niveau qu'on attend les Gabonais. Moi, je reviens vers vous et j'insiste un tout petit peu. Au quotidien, quand vous rencontrez vos compatriotes qui sont avec vous dans la diaspora, est-ce que, voilà, vous êtes retrouvés ou alors la division est restée?
Non, il y a certains qui marchent. Moi, je ne vais pas marcher au Trocadéro. Il y a ceux qui viennent, par exemple, les samedis jouer au foot avec nous, qui ont voté Tim. Il y a d'autres qui ont voté Ben Moubamba. Vous savez, il y avait 10 candidats à cette élection. Donc, chacun s'est exprimé. La Cour constitutionnelle a validé les résultats proclamés par le ministère de l'Intérieur. Ali Bongo est le président. Et la vie continue, comme je dis, avec les difficultés économiques où aujourd'hui le gouvernement gabonais se bat. A proposé un plan de relance économique pour que le quotidien des gens s'améliore. Donc, moi, j'invite mes compatriotes qui sont avec vous à s'inscrire dans cette logique de construction du pays. Est-ce que c'est évident? Je ne sais pas, pour vous dire que c'est évident, je ne vois pas où est la difficulté. Nous avons vécu des élections troubles en 2009. Nous en avions vécu en 2003, en 98, etc. Moi, je dis, ce processus doit s'arrêter et c'est à notre génération d'y mettre un terme. Cela n'est possible que si nous mettons tous ensemble des conditions d'élection transparentes. Le bulletin qui est déposé dans l'urne, le résultat qui en sort, et c'est ce résultat qui doit être valide. C'est ça le travail à faire au niveau des institutions qui ont en charge l'organisation des élections. Bien, je me tourne vers ceux qui sont venus nous trouver, les Gabonais de la résistance. Dites-nous, là, M. Cyril Ona, il dit les choses simplement, qu'après l'élection, il est question de reconstruire le pays, de se mettre, que chacun apporte sa pierre à la construction de l'édifice pour que le Gabon puisse revivre. Où est la difficulté? La difficulté, c'est que M. Cyril Ona ne peut pas nous demander de faire une fuite en avant. C'est sa volonté. Il faut tourner la page. Est-ce que vous savez ce qu'il demande là? C'est la même chose que le président qu'il estime être le sien à lui, parce que moi je ne considère pas Ali Bongo comme mon président. Mais Ali Bongo, c'est le président qui a été élu au Gabon? Non. Et reconnu par les institutions gabonaises? Non. Les institutions gabonaises sont faites par Ali Bongo. La Cour constitutionnelle au Gabon? La Cour constitutionnelle au Gabon fait la même chose depuis les élections 1993. Alors, c'est un peu difficile à comprendre chaque fois que nous recevons nos amis. Comme disait M. Cyril Ona, je ne vais pas le paraphraser, mais il parle des mauvais perdants. Lorsque vous alliez à l'élection, on en a parlé tout le temps, vous aviez quand même, vous validiez ces institutions-là. Vous l'entendez, il vous dit quelque chose. Non, ça m'adresse à vous. J'essaie de dire effectivement qu'en allant aux élections, chaque candidat avait accepté de jouer le jeu avec les institutions gabonaises. Et encore aujourd'hui, vous contestez ces institutions-là. Il fallait donc pas partir aux élections, si on peut parler ainsi. Faute est aux opposants gabonais qui prétendent faire un rôle à l'attente du peuple gabonais. Vous avez vu dans ce cafouillis depuis 1993, y a-t-il eu un référendum au Gabon comparé au pays où nous sommes ici en France, où il y a souvent des propositions, on appelle le peuple à décider. Au lieu qu'on aille se tirailler aux élections, on aurait aimé voir un tiraillement d'abord lors d'un référendum. Je crois que ça aurait été un préalable qui aurait permis aujourd'hui à tous ceux qui parlent pour le camp d'Ali Bongo de s'exprimer comme ils le disent. Mais aujourd'hui, donc, ils ont accepté de jouer le jeu comme on le disait, hein, c'est-à-dire les opposants ont accepté d'aller aux élections avec les institutions qui sont présentes là-bas. Ils ont joué le jeu. C'est fort curieux que c'est après l'élection qu'on remet en question ces institutions qu'on a acceptées au départ. Et là où j'aimerais comprendre, est-ce que M. Cyril Ona a raison de dire que vous êtes mauvais perdant? Oh, je ne sais pas si on est mauvais perdant. Je ne sais pas si ce n'est pas Ali Bongo qui est mauvais perdant. Parce que lorsque je me suis présenté, je n'ai parlé que du bulletin de vote. Je n'ai pas voulu m'éterniser sur la nuit du massacre du 31 août. Parce que là-dessus, on va se prêter à confusion. Ils vont nous dire, bon, prouvez-nous qu'il y a eu des morts. Ce sujet est tellement compliqué pour nous parce que c'est un sujet qui relève de preuves. Donc, je n'ai pas évoqué cette partie de la chose. Nous sommes d'accord
tomber sur une précipitation en avant parce que M. Cyril Hona avait déjà balayé d'un revers de la main le sujet principal. Celui qui m'a permis de vous dire que je suis un résistant par rapport au vote. Vous savez, il y a une précipitation. Il a parlé, lui, d'un dialogue qui a eu lieu. Dans ce dialogue, est-ce qu'il y a vraiment eu dialogue? Je voudrais le demander à M. Hona. Est-ce qu'il y a vraiment eu dialogue ou il y a eu monologue? C'est-à-dire... Cyril Hona, la question est posée. Monsieur Jean-Firmin Alela Rogomze, autant pour moi, je n'ai pas écorché. Non. Pour la question de savoir si, à votre avis, il y a eu dialogue. Cyril Hona. Vous savez, nous avons, nous, Gabonais, ce défaut de penser que il n'y a que nous qui savons faire les choses. Mais le dialogue, il s'est passé en présence du directeur de campagne de Jean Ping. Oui ou non? Est-ce que c'est une référence? Mais enfin, il ne faut pas à chaque fois revenir sur des choses qui sont pourtant claires pour tout le monde. J'aimerais le directeur de campagne de Jean Ping est venu au dialogue. Je vous prends cet exemple. Il y a monsieur Ondo Bien-Aubin qui veut réagir. Allez-y. Parce que vous prenez le directeur de campagne de monsieur Jean Ping. Est-ce que c'est une référence? Non, mais voyez-vous, vous allez le dénigrer aujourd'hui. Non, mais c'est une question... Non, mais n'importe qui ne pouvait pas être directeur de campagne de Jean Ping, monsieur. Oui, mais peu importe, les faits sont là. Le problème que vous avez... Le problème que vous avez, vous qui faites partie du camp Ali... Nous devons tous y aller. Vous qui faites partie du camp Ali, vous avez un problème, c'est le déni de la réalité. Laquelle? Mais la réalité est que Jean Ping a remporté les résultats. Encore une fois, je me revendique comme républicain. Parce que, utilisez le terme qui vous sied, mais n'empêche que vous n'êtes pas de la résistance. Alors, monsieur Ondo Obian, pour ne pas écorcher votre nom, voici ma question. Plus de 13 mois après l'élection présidentielle, aujourd'hui, le Gabon veut revivre. Il vit même, au vu des informations que nous avons, le Gabon vit. Mais curieusement, ceux de la diaspora, une frange de la diaspora aujourd'hui est encore à la revendication des résultats de l'élection. C'est pour ça que la question est de savoir, selon vous, est-ce que votre résistance a un réel impact? Quelle efficacité? Vous savez, on peut pas balayer cette élection d'un revers de la main. J'ai dit en entrant qu'on ne peut pas tout le temps jouer à qui perd gagne. Et le qui perd gagne que Ali Bongo fait, on le retrouve à tous les niveaux du pays. C'est-à-dire? Vous passez un concours, par exemple un concours de la magistrature. Moi qui n'ai pas un nom très important au Gabon, on va rayer mon nom et on va mettre le nom de quelqu'un d'autre. Pourtant, c'est moi qui ai eu le concours de la magistrature. C'est assez compliqué à ce niveau parce que ceux qui n'ont pas toujours de place se plaignent toujours parce que curieusement, la question aujourd'hui, elle est toute simple. Plus de 13 mois après l'élection au Gabon, une frange de la diaspora gabonaise est dans la résistance. Dans cette résistance, on voit des manifestations. Il y a un sit-in qui est prévu samedi prochain à Lyon. Et on en vient s'interroger, est-ce que la vie s'est arrêtée à l'élection, selon vous? Non. Nous avons espoir. Nous voulons reconstruire le pays. Alors, dans le processus de reconstruction, si déjà vous êtes bloqué à ce niveau, comment allez-vous reconstruire et avec qui? Mais le problème, c'est que à partir du moment où ils s'accaparent de tout, et même ceux qui gèrent, on pourrait fermer les yeux sur bien des choses. Mais quand le peu de choses qu'ils font, ils le font très mal, on ne peut pas le cautionner. Bon, après, on est au niveau du faire. Ça veut dire effectivement que les hommes qui sont, c'est-à-dire dans l'équipe, il y en a qui ne sont toujours pas à leur poste, on peut le penser, mais seulement vous qui êtes de la diaspora, étant donné que ceux qui sont sur le continent regardent la diaspora en se disant, ceux-là au moins, ils ont une réelle expérience de vie démocratique là où ils vivent. Et si vous bloquez la vie dans votre manière de voir le Gabon à l'élection présidentielle, et pourtant, je dis bien qu'il est fort curieux de constater que ces partis qui sont allés à l'élection présidentielle ont reconnu que le Gabon a des institutions. C'est curieusement à la proclamation de l'élection par l'instance qui est habilitée à le faire que tous disent non, ces institutions ne valent pas la peine, elles n'ont pas leur place. Ah non, j'ai même envie de dire que ça a commencé bien avant. Parce que vous savez que M. Ali Bongo a un problème d'état civil. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a un problème d'état civil. Et les candidats à l'élection présidentielle, ils ont porté des recours qui ont été balayés d'un revers de la main.
par Mme Boronso. Dans ce cas, donc, pourquoi aller dans une élection avec un candidat qui est au pouvoir Pour montrer aux yeux du monde qu'au Gabon, c'est un État voyou. Pour reprendre les termes... C'est dur comme mot, hein? Oui, c'est dur comme mot, mais je reprends le terme... Voyez-vous, on finit par penser qu'effectivement, c'est cette frange de la diaspora-là qui veut créer un Gabon qui apparemment n'existe pas. C'est l'impression qu'on a. Vous savez, nous ne serions pas là si Jean Ping n'avait pas gagné l'élection et nous faisions juste du culte de la personnalité. Nous sommes là parce que nous savons que Jean Ping a remporté les élections dans les urnes. Et c'est pour ça que nous levons et nous nous battons, parce que ça ne peut pas perdurer comme ça. Ça a déjà assez duré depuis 1993. Et à un moment, je veux dire, c'est pour ça que le pays est bloqué, parce qu'il y a eu des massacres. Les gens d'en face, le nid, tout un tas de choses qui font que les Gabonais peuvent difficilement faire la paix dans le déni, dans l'outrecuidance, l'arrogance. C'est difficile de faire la paix dans ces conditions. Et ce qui est fort curieux, c'est qu'aujourd'hui, dans vos rangs, aujourd'hui, on retrouve des personnes, des Français, qui rentrent dans vos rangs pour parler de résistance. Et pourtant, on a le sentiment, on a l'impression, à l'observation, que la vie a repris son cours et que le Gabon revit. Ça, c'est ce que l'on peut voir de l'extérieur. Mais à l'intérieur, moi, je peux vous dire que j'ai des parents dans l'enseignement. L'enseignement, ils y vont un peu en tirant le pied. Ils tirent le pied. Même en France, ils tirent aussi le pied. Et d'après, c'est qu'il y a des marches chaque jour. Alors, je me tourne vers monsieur Pascal Floutier, qui lui est français. Et la question est de savoir aujourd'hui, lorsque vous rejoignez les rangs de ceux qui se considèrent comme la résistance, est-ce que vous n'êtes pas en train de noyer le poisson? De noyer le poisson? Moi, c'est-à-dire, j'ai rejoint la résistance parce que j'ai des amis gabonais, je connais des Gabonais sur place, j'ai regardé ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, je vois bien qu'il y a eu des gens, je connais personnellement des gens qui ont été emprisonnés le soir du massacre du QG de Jean Ping. Du massacre, vous dites? Oui, il y a plus de 200 personnes qui ont été massacrées, enterrées dans des fosses communes. C'est prouvé, il y a des rapports. Pascal Floutier, oui. Vous connaissez le Gabon? Oui, tout à fait. Vous y avez vécu? J'ai vécu, oui, tout à fait. Dans quelle ville? À Libreville. Dans combien de temps? J'ai vécu 2 ans au Gabon. Dans quel quartier précisément? Au quai, à côté de l'aéroport. C'est-à-dire? Au Kipa. Combien de temps vous avez dit? 2 ans. D'accord. C'est en quelle période à peu près? 76, 77. Ça remonte. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je vois très bien le Gabon actuellement. Je vois très bien comment il était quand j'étais gamin. Et le pays s'est réellement dégradé. Moi, en classe à l'école, les petits Français, les Gabonais, en expression écrite, les Gabonais étaient plus forts que les petits Français. Où je vais en venir, si vous posez la question... Aujourd'hui, il n'y a même plus d'école. Monsieur Floutier, Pascal Floutier, aujourd'hui en France, par exemple, lorsqu'il y a des marches et autres, c'est bien organisé. Voyez-vous? Oui. C'est bien organisé de manière à ce que tout est accompagné par, c'est-à-dire dans le respect de la loi française. Oui, c'est bien encadré. À la préfecture, on demande des autorisations. Voilà. Et même souvent, quand il y a une récupération et qu'il y a des petits malins qui veulent intégrer ces rangs-là, ceux qui organisent font l'effort de faire le tri, de faire la sécurité eux-mêmes. Mais curieusement, sur le continent, généralement, lorsqu'il y a une revendication qui se veut légitime, il y a toujours un grand mélange et on met cela généralement sur le dos du pouvoir en place. Est-ce que vous connaissez cette réalité-là? Je le dis parce que j'ai eu à couvrir des élections dans certains pays d'Afrique. Et généralement, vu de l'Occident, généralement, lorsqu'on veut... Oui, je vois ce que vous voulez dire, mais... Parce qu'il dit, est-ce que vous voulez noyer le poisson en sens que en Afrique, il y a certaines réalités qui ne sont pas relayées de manière objective par nos confrères des médias. Donc, si vous, dans les années 76, vous étiez au Gabon et que vous dites facilement que la situation s'est dégradée, mais aujourd'hui, en fait, les outils qui sont les plus usuels, c'est-à-dire les médias conventionnels qu'on reconnaît, en fait, nos confrères de France, sans les nommer, France 2 généralement s'appuie sur des images prises à gauche et à droite, sans toutefois relayer les infos telles qu'elles sont pour avoir couvert des élections en Afrique. Je vous assure que c'est souvent comme cela lorsqu'on veut effectivement diaboliser un dirigeant qui est au pouvoir. Du coup, quand vous rejoignez le rang de ceux qui se veulent de la résistance, est-ce que vous avez les outils nécessaires ou alors vous vous limitez à ce qu'eux ils vous disent? Non, moi je suis très, très au courant de ce qui se passe au Gabon. Je vous dis, j'ai des amis au Gabon. Je regarde pas France 2 pour avoir les infos. Je reçois régulièrement des vidéos de choses qui se passent au Gabon. J'envoie des Western Union à des gens que je connais. Il y a des gens qui vivent avec
Pas forcément, non. C'est des amis, je les aide. Il n'y a pas de problème. Ils m'aideront aussi. Hein. Jean Firmin est là. Voilà. Oui. Alors, Pascal a oublié de vous dire. Allez-y. Les 2 années qu'il a passées au Gabon. Oui. Pascal, aujourd'hui, a gardé en souvenir un cahier qu'on remettait, un modèle de cahier qu'on remettait aux élèves à l'école primaire. À l'époque, l'école était gratuite. Entendez bien, il a ce cahier. À l'époque, vous dites bien. Oui. Alors, de 77 à 2017, on recule ou on évolue? Dans quel sens? Dans ce sens que si l'école était gratuite en 77, on sortait à peine du boom pétrolier, on n'avait pas autant de revenus comme aujourd'hui. C'est-à-dire le budget n'était même pas encore le budget qu'il y a eu aux années 80, aux années 90 et aux années 2000. Pire, je n'étais pas au Gabon. Aujourd'hui, certains analystes vous diront que le mandat d'Ali Bongo a eu le bénéfice d'avoir l'opportunité de faire un Gabon meilleur. C'est-à-dire selon ses rêves, selon ce qu'il avait nourri à tous ceux qui ont été pour le soutenir en 89. Pourquoi? Parce que le budget de 89, de 2009 je veux dire, à 2016 était bien plus élevé. Jean Fimalela, j'entends ce que vous dites, mais aujourd'hui, puisque une fois de plus, un sit-in organisé à Lyon samedi prochain, par vous qui vous considérez comme la résistance gabonaise dans la diaspora, la question que se pose est de savoir, est-ce que vous n'êtes pas mauvais perdant comme disait M. Cyril Hona? Bon, perdre ou gagner, peu importe. Je vais déjà vous dire un truc. Dans un pays démocratique, où on respecte les institutions, c'est le cas au Gabon, apparemment. Considérons que Mboranzo est la présidente de la Cour constitutionnelle qui applique vraiment la Constitution. Ali Bongo, Ali 9, en 2009, s'est présenté sous Ali, là, aux élections qui viennent de se passer, 2016. Eh bien, je vais vous dire que il y a un cas de figure qui est tel que Ali a fait un coup d'État à Ali 9. C'est-à-dire? Ça veut dire que Ali Bongo ne peut pas prêter serment avant la date d'anniversaire de son investiture, 2009. Il se trouve que cette fois-ci, dans la précipitation, la Cour constitutionnelle a validé les résultats et Ali Bongo a prêté serment avant la date d'anniversaire. C'est un coup d'État déjà. Est-ce qu'il y a eu un recours à ce niveau-là? Mais non, mais à ce niveau, c'est lui qui devrait respecter la Constitution et c'est Mme Boranzo, justement, qui devrait faire respecter cette Constitution. Justement, lorsque vous constatez que, je veux dire, disons, l'opposition ou la résistance constate que sur le plan constitutionnel, les choses ne sont pas faites correctement, est-ce qu'il y a eu des recours? Non. De ce niveau, déjà, tout le monde était éparpillé par la manière dont les résultats ont été validés. À qui est la faute à ce moment-là, si tout le monde est éparpillé? À ce moment-là, la faute est à Ali Bongo qui prétend être le garant des institutions, c'est-à-dire qu'il devait attendre, puisque la Cour constitutionnelle avait validé, la Cour constitutionnelle le reconnaissait comme le président élu. Pourquoi se précipiter pour prêter serment avant la date d'anniversaire? Vous vous rendez compte que ça voudrait dire que lorsque Mitterrand a gagné son deuxième mandat, il n'a pas attendu la date d'anniversaire pour prêter serment lors de son deuxième mandat. Ça voudrait dire que Jacques Chirac, en ayant regagné le deuxième mandat, n'aurait pas attendu de prêter serment à la date d'anniversaire? Ou Barack Obama aux États-Unis? J'entends très bien ce que vous dites. Merci. C'est là que j'insiste en disant, vous, dans votre propos, vous nous faites entendre que l'opposition gabonaise n'était pas organisée, comme c'est le cas dans plusieurs pays d'Afrique, où lorsque en face, je veux dire, ceux qui sont au pouvoir commettent des erreurs, d'accord, au lieu de s'organiser et de poser le problème comme cela se doit, on est éparpillé, pour paraphraser un peu ce que vous avez dit. Donc la difficulté est sur plusieurs plans. Et aujourd'hui, la question de la reconstruction de ce peuple-là, sur le plan social, le fait que la résistance dont vous revendiquez aujourd'hui continue de faire des manifestations et des sit-ins, on s'interroge si ce n'est pas vous qui n'arrivez peut-être pas
à comprendre qu'il y a une vie qui existe aujourd'hui après l'élection présidentielle au Gabon. J'ai l'impression que M. Ondo bien veut réagir. Non, je disais, après l'opposition a ses failles, mais une chose est sûre, c'est qu'en 2016, nous étions beaucoup mieux organisés qu'en 2009. Parce que là, déjà, on a eu le temps de voir venir. En 2009, il y a eu le décès d'Omar Bongo, qui est resté quand même 42 ans au pouvoir. Et là, en 2016, nous étions beaucoup mieux organisés et on a pu avoir un candidat unique que nous cherchions tant depuis plusieurs années précédentes. C'est vrai que ce soir, il est difficile en fait d'avancer dans ce qu'on espère entendre de vous, dans le sens que il y a quand même ce besoin de reconstruction et d'avancer dans la vie sociopolitique au Gabon. On aimerait faire un bilan vu de l'opposition et également vu de ceux qui sont proches du pouvoir en place. Allez-y, M. Firmin Olela. Allez là, alors, autant pour moi. Je vous rejoins dans ce sens que je vous ai dit d'entrée de jeu, que l'opposition trahit le peuple. L'opposition gabonaise trahit le peuple gabonais. On se demande d'ailleurs s'il y a une opposition véritable au Gabon. Parce que si je vous relate l'histoire un peu, de manière hachée, de l'opposition gabonaise, le Gabon a eu des opposants, de véritables opposants. C'était entre les années 80 et l'événement du multipartisme en 1990. On les opposait, c'était le Morena, transformé en 1990 en bûcheron, dont vous avez vu Permba Abessol, parce qu'il était dans le Morena déjà depuis sa création. Est-ce que vous comprenez? Alors, depuis toutes ces années-là, Mba Abessol ayant joué son rôle, parce qu'en réalité, il a accompli sa mission. Si vous savez l'histoire, il n'était pas venu pour le peuple. Il était venu juste pour mettre en place le multipartisme au Gabon. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire... Je vous suis, pardon de vous couper, je suis obligé de vous interrompre parce que ce soir on aimerait entendre le fond même. Oui, voilà. Je vais pas m'étirer de tous les côtés. De sit-in en marche, la diaspora, une frange, je précise bien, la diaspora gabonaise aujourd'hui multiplie ses revendications. Au point de s'interroger si c'est pas vous qui êtes resté bloqué à l'élection présidentielle en 2016. Non, en fait... S'il y avait une opposition véritable au Gabon, il n'y aurait même pas ce mouvement. Depuis des années, vous avez vu la diaspora s'élever autant. C'est parce que le peuple s'est senti lésé. Et je vais vous dire pourquoi il y a la diaspora. À quoi elle sert? La diaspora, aujourd'hui, ça a été comme un ouragan, comme un tsunami. C'est-à-dire, elle n'a pas été organisée à l'avance en se disant, on va aux élections, après ça, on va faire une résistance. Bien, c'est clairement dit. Firmin Alela, Jean Firmin Alela, c'est clairement dit qu'effectivement, la diaspora n'était pas organisée. Elle commence à l'être aujourd'hui. Et la question autour de laquelle on tourne ce soir, c'est de comprendre si c'est pas cette diaspora qui a du mal à avancer après l'élection. Je me tourne vers Cyril Ona. Êtes-vous avec nous? Cyril Ona? Oui, je vous écoute, oui. Bien. Il est clair ce soir que la diaspora gabonaise, une frange de la diaspora, je précise toujours aujourd'hui, qui se revendique de la résistance, semble ne pas se reconnaître dans l'opposition gabonaise actuelle. À votre avis, d'où peut venir la solution? La solution, à mon avis, elle est dans la gouvernance du pays. Vous savez, si l'équipe dirigeante actuelle s'appelle à non seulement résoudre la crise économique actuellement, celui notre pays, mais surtout à répondre à l'espérance des populations. Vous savez, les besoins sont immenses chez nous. Mon compatriote évoquait tout à l'heure le cas de l'école. L'école, il y a des effectifs qui ont triplé. Malheureusement, la construction des salles de classe n'a pas suivi l'évolution démographique. Il y a l'exode du rural qui s'est accentué, il y a tous ces problèmes qui, à mon avis, si ils arrivent à trouver solution, il va y avoir une paix sociale qui va amener la calme. Voilà. Pour moi, le problème, la solution, elle est économique avant tout. Donc, à votre avis, la solution est économique? Et je me tourne donc vers monsieur Jérôme Mouissi Obamé, qui lui n'est pas français, il est plutôt,
il n'est pas gabonais, il est français et qui semble soutenir ceux qui se considèrent de la résistance. Allez-y. En fait, je pars sur un objectif clair. Donc on parle, Monsieur Ona parle des institutions qui n'ont pas suivi, les écoles et compagnie. Ça fait 7 ans, 8 ans maintenant que son cher président voleur, usurpateur et assassin est Ça au séduit pouvoir. quand même, ce chef d'État. C'est une réalité. Une personne qui tire sur le QG de son adversaire, qui tue son peuple et qui se targue de dire que ce n'est pas vrai, ce n'est pas un chef d'État. C'est un chef putschiste, à la limite. Dites-moi, monsieur Jérôme Mouissi, Obama, vous êtes gabonais ou français? Je suis français. Et vous connaissez assez bien le Gabon? Je connais le Gabon parce que j'ai de la famille qui a été là-bas très longtemps. Moi, j'y ai vécu en 2014. Oui. J'ai vu la situation en 2014. J'ai vu ce qu'elle était quand je suis arrivé en février 2014, quand je suis parti en octobre 2014, au début de la crise. Que ce soit en février 2014 où tout allait soi-disant bien, jusqu'à octobre 2014 où le début de la crise a commencé, j'ai vu la même déchéance pour le peuple. Bien. J'ai vu les mêmes Voilà ce que vous avez vu s'enrichir et en les mêmes s'appauvrir. 2014. On est en 2017 Oui. et vous êtes en train de dépeindre une réalité qui est restée à distance. Non, pas à distance, parce que j'ai des contacts au Gabon. Naturellement, Je parle pas de... Je me permets d'insister parce Oui. que je suis journaliste et que j'insiste ce soir parce que j'ai couvert plusieurs élections électorales présidentielles en Afrique Mhm. où effectivement, comme l'a constaté si bien monsieur Jean Firmin Alela, que l'opposition n'est pas organisée et que lorsque souvent des individus mal intentionnés posent des actes, tous ces actes sont imputés au pouvoir en place. Et généralement, ce chef d'État qui est traité de tous les noms, c'est qui est irrespectueux quand même. Parce qu'il est, À votre avis il est le chef de la junte, il est le chef Parlez de junte, des armées. parlez de junte. Oui, c'est une junte. On n'est plus en démocratie. Mais est-ce que la démocratie existe quand on tire dans le quartier général de son adversaire? Bon, je vous laisse la responsabilité de tous ces propos en disant qu'on tire. Parce qu'effectivement, je disais qu'il est difficile parce que ce sont nos confrères qui, généralement, quand ils vont sur le terrain, ne vont pas toucher du doigt ou ne recoupent pas les informations. Et le plus difficile aujourd'hui, c'est de constater que les médias qui ont du respect, qui ont une autorité en Occident, véhiculent souvent de l'intox et ce qui n'est pas correct. Je le dis sous le contrôle des confrères qui m'écoutent, qui écoutent effectivement mon propos en ce sens que la politique en Afrique est toujours vue en fonction de la position qu'on a prise. Vos contacts sur place vous disent que c'est monsieur Ali Bongo. Je ne suis pas son défenseur. Justement, moi je réagis par rapport à ce que vous avez dit. Je suis tout Oui, à fait allez-y. d'accord avec vous sur ce que vous avez dit, notamment sur le cas de Laurent Gbagbo, où la France a diabolisé, les médias français ont diabolisé Laurent Gbagbo pour caresser dans le sens du poil leur ami france-africain Alassane Très Dramane bien. Ouattara. Ce cas, et il y a bien d'autres effectivement qui font légion. Bien Je sûr. suis très mal à l'aise lorsqu'on diabolise un dirigeant africain sans vraiment en avoir Mais le problème, suffisamment. justement, est-ce que vous avez entendu la France diaboliser Ali Bongo? Oui. Non. Avant l'élection au Gabon, il y a eu. Qui a placé il y a Ali eu- Bongo en 2009? Non, quand on dit la France, c'est assez vaste. Je me permets ce soir de mettre un bémol parce que lorsqu'on dit la France, généralement, il y a plusieurs France. Il y a plusieurs parle France. moi je parle des autorités. Il y a de ce plusieurs pays. France. Et même au niveau même de la direction de la France, ils sont aussi divisés. Au point où généralement quand on dit la France, on est un peu perdu. Il y a même la France, il y a même le peuple français qui est pris en otage. Oui, mais à moi ce je ne niveau-là. parle pas du peuple. Là, je ne parle pas du peuple français, je parle de ses dirigeants. Et justement, ces mêmes personnes qui ont placé Ali Bongo en 2009, qui l'ont soutenu sous l'ère Voilà. Sarkozy grâce à Comme Bourgi vous, notamment. justement, comme vous soutenez donc la résistance. Et je me pose la question de savoir si vous avez été suffisamment outillé lorsque vous soutenez ces résistants, sachant qu'il y a un besoin de reconstruction, on a besoin de voir un Gabon uni comme il a été dans le passé, Mais bien un sûr. peuple qui est uni, qui est fort, une diaspora qui est au service de la démocratie. Et comme le temps qui nous est parti, malheureusement, arrive à son terme, je voudrais faire un dernier tour. Je pose la question à M. Cyril tout à l'heure pour savoir d'où peut venir la solution. Je me tourne vers M. Ondo Aubin. À votre avis, d'où peut venir la solution? Il a eu raison, M. Cyrulna, en disant que voilà, une meilleure gouvernance apporterait la solution. Mais il faut aussi beaucoup de justice, Bien. beaucoup de reconnaissance. C'est entendu. C'est vrai que c'est de ce que vous avez dit, il faut un grand travail. Parler de bonne gouvernance, et ça, c'est un vaste projet. Parler de reconnaissance et de justice, c'est pas évident. Il n'y a pas de justice sans paix. Il n'y a pas de paix sans justice. C'est un vaste progrès, et je pense que la diaspora est bien placée pour œuvrer en ce sens-là. Il y a un réel besoin que le peuple gabonais déjà, le peuple puisse y être uni et qu'il y ait
une démarche vers cette reconstruction-là. Jean Firmin, allez là. Bon, l'émission tire à sa fin. Je vais rester dans ma fin aussi parce que M. Ona nous tendait déjà la perche vers la révision de la Constitution. Sujet qu'il maîtrise peut-être déjà mieux que nous. Si on peut se retrouver une prochaine fois sur ce sujet, je le ferai volontiers. Bien volontiers. Je me tourne vers Jérôme Moïse, que j'ai interrompu. À votre avis, on a besoin d'une solution. D'où peut-elle venir? Du respect du peuple et de la voix du peuple. Et ce travail, à mon avis, commencerait ici dans la diaspora, on est d'accord? La diaspora a déjà fait son travail. Très bien. Celui qui a très peu parlé ce soir, il s'appelle Pascal Floutier. Oui. La solution? La solution, on sait très bien, le pays est elle viendrait d'où? Le Gabon est un pays très riche, sans doute même plus riche que le Koweït. Il y a du pétrole, il y a tout ce qu'on veut. Les gens, ils vivent dans la misère. Il y a quelqu'un qui confisque l'argent, c'est M. Bongo, avec la France-Afrique, les mallettes qui partent avec Sarkozy et compagnie. Très bien. Voilà. Sans vous couper, on revient vers ce qu'a dit M. Ondo. Bien, on parle de bonne gouvernance. On insiste, c'est pas évident. C'est-à-dire, pour ne pas dire corruption. Lutter contre la corruption. Cyril Ona, la phrase de la fin. À votre avis, la solution? Oui. D'où peut-elle venir? D'où peut venir la solution? Vous l'avez dit, mais redites-le-nous à votre avis. Je vous l'ai dit, le Gabon doit s'inscrire véritablement dans la bonne gouvernance. C'est d'ailleurs ce que réclament tous les partenaires économiques, et notamment les bailleurs de fonds, comme le FMI ou la Banque mondiale. Est-ce que c'est évident? Je pose sur cette question. Parce que généralement, lorsque les leçons viennent d'ailleurs, on a l'impression que ça s'appelle un coup de baguette magique. Connaissant nos États... Vous savez, nous sommes des pays qui n'ont pas de véritables économies. Et Dieu merci, depuis 2009, nous voyons les prémices d'une certaine diversification de notre économie qui commence petit à petit à sortir de la dépendance pétrolière. Donc la filière bois, la transformation du manganèse à Moanda. Donc ça commence à venir. Il faut être patient. C'est un long processus de développement. C'est un long processus. Il faut s'armer de patience. Il faut que tout le monde s'investisse dans la construction du pays. Ce n'est que tous ensemble que nous allons redonner la fierté à notre pays et de l'espérance aux populations. Si on a merci, vous avez dit tous ensemble. Est-ce que, je vous pose la question comme cela et vous répondez par oui ou non. Est-ce que vous pensez que vous êtes disposé aujourd'hui à pouvoir travailler avec ceux qui se disent de la résistance ce soir? Bien sûr, mais regardez le gouvernement actuel, il y a des opposants dedans. Bien. Moi, je suis prêt à discuter avec tous mes compatriotes de la diaspora. Merci Cyril Ona pour cette contribution. On espère vous retrouver très prochainement. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Amis auditeurs, c'est vrai qu'on reste sur sa fin, c'est pas évident. Il y a ce besoin de reconstruction, mais ce qui est très beau, c'est qu'effectivement, on a pu échanger, on a pu discuter sans passion, signe qu'on peut retrouver le Gabon qu'on a vu dans les années 70, dont parlait Monsieur Pascal Floutier. Et oui. Moi, j'espère. C'est un très beau pays. C'est riche. Enfin, je veux dire, c'est pas un tas de sable. C'est super riche, le Gabon. C'est pas normal qu'il y ait des gens qui vivent avec moins de 100 € dans des bidonvilles. C'est pas normal. C'est pas normal. Amis auditeurs, c'est très dur. C'est souvent très difficile d'interrompre une émission comme celle-ci. On espère vous retrouver très prochainement. Il suffirait de nous solliciter, comme l'a fait votre chargée de communication, Madame Natacha Bingue. Une dernière phrase, Jean Firmin, elle est là. Oui, Monsieur Cyril Ona a planté un mauvais coup à au régime qu'il idolâtre. Pourquoi? Parce que quand il avoue qu'il n'y a pas d'économie, c'est parce que justement, le Gabon n'a fait que de la politique. Et jusque là où il est là, on ne fait que de la politique. La question que j'ai posée à M. Là, je la pose aussi. Est-ce que vous êtes prêt à travailler avec ceux qui sont du PDG, par exemple? Sinon, je ne serais pas dans la diaspora résistante. Hein. Très bien. Nous serons présents samedi pour couvrir votre sitting. On espère qu'il y aura plus de démocratie. La fois dernière, nous avons failli être pris à partie par vos membres qui nous taxaient d'être pédégistes. Donc, être pédégiste est être pas le bienvenu, le malvenu dans vos événements. On y était il y a quelques mois. On espère cette fois-ci qu'être pédégiste, on n'est pas pédégiste nous autres, nous sommes que des journalistes, des poseurs de questions. On espère donc, comme je vous le disais tantôt, que parfois quand il y a une organisation légitime, une organisation légitime, il y a des semeurs de troubles qui s'infiltrent dans les rangs et qui parfois posent plus de dégâts que ceux qui organisent l'événement. Merci.
Merci. Merci à vous de nous avoir reçus. Et au plaisir. Juste, notre magazine arrive à son terme et on espère vous retrouver très prochainement pour une autre édition de Tam Tam Tropical. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio